Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la première vidéo de révision de l'année universitaire 2023-2024. Ici, dans cette vidéo que j'espère qu'elle sera courte, on va voir quelques concepts de base de la statistique. Bien sûr, les concepts dont on aura besoin dans les cours ou dans les révisions suivantes. Voilà, et on commence. Donc, concept de base. La statistique et les statistiques. Donc, la statistique, c'est la science qui traite les données chiffrées. Elle permet de recueillir, d'organiser, de classer et de résumer des informations quantitatives ou qualitatives en vue de les analyser pour en prendre des décisions judicieuses. Les statistiques sont les données chiffrées, les informations numériques. Donc ici, quand on dit la statistique, donc on parle de la science, on parle de la discipline, de cette discipline scientifique, on parle de l'ensemble des méthodes, des lois qu'on utilise donc pour comme c'est écrit ici, pour recueillir, pour classer, pour résumer, pour présenter des données. Donc la statistique, on parle de la science. Par contre, quand on dit les statistiques, pluriel, on parle des données chiffrées, des chiffres, des taux, des informations numériques. Taux de mortalité, taux de naissance, l'effectif par exemple, l'effectif d'une entreprise, le nombre, je ne sais pas, de la population, le total de la population par exemple algérienne, etc. Donc quand on dit la statistique, on parle de la science, de cette discipline scientifique, des lois qu'on utilise, etc. Quand on parle, on dit les statistiques, on parle donc des données chiffrées, des résultats de sondage, des résultats de recherche, des taux, des informations numériques. Donc la statistique, c'est la science, les statistiques, c'est les chiffres, les taux et les résultats qu'on trouve. Voilà. C'est quelque chose de très très simple. Maintenant, on a la statistique descriptive et la statistique inférentielle. En principe, on va voir la statistique descriptive. On va voir quelques cours de statistique descriptive en premier semestre. En deuxième semestre, on va voir quelques cours de statistique inférentielle. Voilà, la statistique descriptive, c'est la science toujours, donc qui sert à classer, organiser, présenter de façon claire les données recueillies. Quand on voit descriptive, ça veut dire que c'est une description. C'est en quelque sorte la statistique descriptive, c'est la branche la plus simple. La plus simple. Donc ici, on cherche une description, on cherche quelques informations sur des groupes, sur des individus, et on tire des conclusions en quelque sorte directes. Par contre, dans la statistique inférentielle, à partir d'informations partielles collectées d'un échantillon et en s'appuyant sur des lois mathématiques avancées, elle permet d'extrapoler, ça veut dire de généraliser ou de projeter ces informations à une population plus étendue, la population mère. Voilà. Donc, quelle est la différence entre cette statistique descriptive et statistique inférentielle? On va prendre un exemple. Bien sûr, cet exemple, il ne faut pas le prendre à la lettre. Je donne juste un exemple pour comprendre le principe, mais il ne faut pas prendre l'exemple lui-même à la lettre. Voilà. On prend l'exemple d'une moto. On va faire une étude sur une moto. À titre d'exemple, on va par exemple tester. Donc cette moto, elle est achetée neuve. Elle a roulé 100 000 km. On va vérifier les freins arrière. On va voir qu'ils sont complètement usés. On va vérifier les freins avant. On va découvrir qu'ils ne sont pas encore usés, à titre d'exemple. On va vérifier le moteur, c'est bon. La suspension, c'est bon.
on va vérifier la batterie, on va découvrir qu'elle a perdu donc ses capacités. Elle n'est pas fonctionnelle à 100%. Elle est fonctionnelle à 60% par exemple. Voilà. Donc dans la statistique descriptive, qu'est-ce qu'on va dire? On va seulement, d'après ces informations, on va dire, on a découvert que pour cette moto, dans les conclusions, à titre d'exemple, pour cette moto, les freins donc de la roue arrière sont usés avant les freins de la roue avant. Quand cette moto a roulé 100 000 km. On va dire que le moteur fonctionne toujours bien après donc à 100 000 km. Mais on a découvert que la batterie a perdu de ses fonctionnalités ou sa capacité à partir de 100 000 km. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Par contre, dans la statistique inférentielle, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va généraliser à toutes les motos de cette marque, cette moto a une marque X, on va dire les motos de la marque X achetées à l'année 2022. On va dire toutes les motos, tout ce lot qui est vendu à l'année 2022, donc à son arrivée à 100 000 km, les batteries vont perdre de leur capacité. Les freins arrière vont s'user avant les freins avant, mais son moteur va rester toujours, donc fonctionnera toujours correctement. Voilà. Donc dans la première, on a parlé juste de cette moto ou d'un groupe de motos qu'on a étudié. Dans la deuxième, on a généralisé à toutes les motos, même les motos qu'on n'a pas étudiées, qu'on n'a pas vérifiées. Donc, on a généralisé. C'est ça la différence. Mais, je répète toujours, il ne faut pas prendre cet exemple comme exemple, donc comme à la lettre. Parce qu'en principe, dans les statistiques inférentielles, on doit choisir un échantillon qui est représentatif. Il y a plusieurs conditions à suivre, il y a plusieurs formules mathématiques à appliquer, il y a aussi un risque d'erreur qui est toujours présent, qui est calculable aussi, qu'on trouve toujours dans ce genre de recherche. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais cet exemple de cette moto, juste pour savoir la différence entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Donc descriptive, on classe, on organise, on présente des informations de façon claire pour donc arriver à certaines conclusions. Les statistiques inférentielles, donc on étudie un échantillon représentatif qu'on a tiré d'une population mère. Par exemple, on va étudier 100 motos, de total de 1000 motos. On va juste avoir recueillir des informations sur les 100 motos de cette marque, de ce lot, etc. Mais à la fin de cette procédure, on va généraliser à toute la population mère, à toutes ces motos que je viens de dire, sans avoir à vérifier toutes les motos. Voilà, juste, et je répète, ne prenez pas cet exemple à la lettre, parce que c'est plus compliqué, c'est plus dans la réalité. Voilà. Donc, descriptif et inférentiel, c'est bon. Autre concept, on a la population, on dit aussi la population mère, c'est l'ensemble d'éléments sur lesquels porte notre recherche. Voilà, c'est quelque chose de simple. Donc, tous les éléments qui portent, sur lesquels portera notre recherche sont la population ou la population mère. On dit aussi l'ensemble des individus concernés par le phénomène étudié. Voilà. Donc ici,
il faut toujours savoir, quand on parle d'ensemble d'éléments ou d'ensemble d'individus, ça ne veut pas dire toujours que c'est des personnes. Donc, on peut trouver des personnes, on peut trouver comme éléments des groupes de personnes, on peut trouver comme éléments donc des voitures, des arbres, des animaux, des morceaux de terrain, des livres, des journaux, etc. Des mémoires de fin d'études, etc. Donc, ensemble d'éléments sur lesquels porte notre recherche, ou ensemble d'individus concernés par le phénomène étudié. Voilà. C'est ça la population mère. Maintenant, l'unité statistique, c'est chaque individu de la population mère. C'est chaque élément. Ici, comme j'ai dit, l'élément peut être une personne, peut être un groupe de personnes ou autre chose. Par exemple, on va donner un exemple. Si on veut faire une étude dans notre faculté des sciences humaines et sociales, cette étude portera, par exemple, sur les différentes spécialités. Les différentes spécialités choisies. Par exemple. Donc ici, la population mère, c'est quoi? C'est l'ensemble des spécialités qui existent dans la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Béjaïa. Voilà. Donc toutes les spécialités que propose cette faculté en formation seront incluses dans la population mère. L'unité statistique, c'est quoi? Chaque spécialité est considérée comme une unité statistique, comme un individu, comme un élément de la population mère. Voilà. Donc, à titre d'exemple, la sociologie, comme formation, est une unité statistique qui fait partie de la population mère, de notre étude, toujours à titre d'exemple. Donc la sociologie, la psychologie, l'orthophonie, qu'est-ce qu'on a encore? La philosophie, l'histoire, qu'est-ce qu'on a encore? La communication, STAPS, l'activité sportive, etc. Donc la population, on a dit, c'est l'ensemble d'éléments sur lesquels porte notre recherche ou l'ensemble d'individus concernés par le phénomène étudié. L'unité statistique, c'est chaque individu de cette population. Chaque individu, un par un ou groupe par groupe, selon le phénomène, selon donc l'objet de notre recherche. Maintenant, le caractère ou la variable, c'est quoi? C'est la caractéristique qui sert à décrire une unité statistique. Voilà. Chaque caractéristique qui nous sert à décrire une unité statistique, un individu, est un caractère ou une variable. Par exemple, le sexe, féminin, masculin. Par exemple, la spécialité, sociologie, orthophonie, psychologie. Par exemple, l'âge, 20 ans, 21 ans, 19 ans, 5 ans, 30 ans, 50 ans. C'est un caractère. Donc, toute caractéristique qui sert à décrire une unité statistique ou un individu dans notre recherche est un caractère. Voilà. Caractère ou variable. Donc, ce caractère ou cette variable, donc, on a plusieurs types. Voilà. Donc, on a dit, on a la variable quantitative. Dans cette variable quantitative, on a une variable discrète, une variable continue. On a variable qualitative. Dans cette variable qualitative, on a variable qualitative nominale, variable qualitative ordinale. Voilà. On va voir ce que c'est. Donc, la variable quantitative, c'est toutes les variables qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Là où il y a une variable, on peut mesurer, on peut donner sa mesure par des chiffres, c'est une variable quantitative. C'est très simple.
c'est l'âge, le nombre d'enfants, la moyenne d'un étudiant, etc. L'effectif des travailleurs dans une usine, etc. Toutes variables qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. On peut dire combien elles mesurent. Soit combien d'effectifs, soit combien, la taille par exemple, combien de mètres, combien de centimètres, le poids, combien de kilogrammes, combien de grammes. Toute variable mesurable est une variable quantitative. Voilà. Maintenant, dans cette variable quantitative, ou la variable chiffrée, si on peut dire ça, on trouve une variable discrète et une variable continue. Quelle est la différence? Donc, la variable quantitative discrète ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs réelles. La variable quantitative continue peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle. Voilà. C'est quoi exactement la différence ici? C'est quoi la différence? On prend un exemple pour comprendre. Dans la variable quantitative discrète, on prend à titre d'exemple le nombre d'enfants le nombre d'enfants dans une famille algérienne. Donc ce nombre d'enfants, on peut dire qu'il est classé entre 0 et 11, le maximum 11. C'est juste un exemple. Donc ici, dans une variable quantitative discrète, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver juste 12 valeurs dans notre exemple. Soit il a 0 enfant, donc cette famille A. Soit une famille A, 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, jusqu'à 11. Le maximum, par exemple, c'est 11. Le minimum, c'est 0. Mais ici, dans la variable quantitative discrète, on ne peut pas, par exemple, trouver une famille qui a 1,22 enfants. On ne peut pas trouver une famille qui a 3,680 enfants. C'est impossible. Donc la variable ici ne prend pas toutes les valeurs entre 0 et 11. Elle prend juste les valeurs réelles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, la variable quantitative discrète. Par contre, on va la comparer avec la variable quantitative continue. Pardon, ici c'est une erreur, c'est pas continuer, c'est continu. Pardon. Voilà. Donc, on va le comparer avec la variable quantitative continue. Variable quantitative continue, qui peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on prend, à titre d'exemple, la taille. La taille des travailleurs d'une usine. Donc on a les travailleurs d'une usine, on va mesurer leur taille. Qu'est-ce qu'on va trouver? À titre d'exemple toujours, on va trouver que la plus petite taille d'un travailleur, on va trouver 1,60 m, à titre d'exemple. Et la plus grande taille qu'on va trouver, on va trouver 1,85 m. Donc ici, la plus petite taille, c'est 1,60 m. La plus grande taille d'un travailleur dans cette usine, à titre d'exemple, c'est 1,85 m. Mais quelles sont les tailles qu'on va trouver? On peut trouver un nombre indéfini, donc infini donc de taille. Pourquoi? On ne va pas seulement trouver 1,60 m, 1,80 m. On peut trouver, regardez, on peut trouver 1,60 m, 1,61 m, 1,611 m, 1,615 1,70 m, 1,71 m, 1,718
1,85 m, 1,86 m. On peut trouver donc une infinité donc de valeurs possibles dans cet intervalle. Et ici, la taille peut prendre toutes les valeurs. C'est pas seulement 1 mètre, 2 mètres, point, mais toutes les valeurs donc dans cet intervalle. Par contre, dans l'exemple de la variable quantitative discrète, donc cette variable ne peut pas prendre toutes les valeurs, juste les valeurs donc réelles, si on peut dire ça. Juste les valeurs 0, 1, dans l'exemple donc de nombre d'enfants dans une famille. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas prendre, par exemple, 0,50 enfants. Mais ici, on peut prendre 1,60 m, 1,61 m, 1,611 m, 1,612 m, 1,613 m, donc concernant la taille. C'est ça la différence entre une variable quantitative discrète et une variable quantitative continue. La variable quantitative continue, si on peut dire, on peut dire entre parenthèses qu'elle est divisible, qu'elle peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle. Par contre, la variable quantitative discrète, elle ne peut prendre que un nombre fini, que certaines valeurs, elle ne peut pas prendre toutes les valeurs, mais certaines valeurs seulement. Donc à la fin, j'ai pris beaucoup de temps ici dans ces concepts. L'essentiel. On essaie de continuer. Donc la variable qualitative, c'est une caractéristique non quantifiable. Maintenant, c'est le contraire de la variable, si on peut dire ça, quantitative. Donc la variable quantitative, elle est mesurable. La variable qualitative, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas quantifiable. Comme la couleur, le sexe, homme, femme, la couleur rouge, blanc, bleu, etc. La nationalité, le statut socio-professionnel, etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Dans cette variable qualitative, on trouve une variable qualitative nominale et une variable qualitative ordinale. Les deux ne sont pas quantifiables. Mais la différence, c'est que ordinale, cette deuxième ici, ordinale, on peut classer. Donc, on trouve que elle décrit une catégorie avec des valeurs qui suivent un certain ordre, un certain classement. On peut les classer. Nominal, c'est une variable qualitative qui n'a pas un ordre précis, qu'on ne peut pas classer certains en suivant un certain raisonnement, si je peux dire ça. On va donner un exemple pour comprendre. Donc, dans la variable qualitative nominale, on va prendre l'exemple de la nationalité ou des couleurs. La nationalité, donc, algérienne, française, malienne, tchadienne, marocaine, tunisienne. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, elles ne sont pas classées. Chaque nationalité a ses caractéristiques. On ne peut pas dire que la première, la meilleure, je ne sais pas, la meilleure nationalité, ou la première, la plus grande, la plus petite, la meilleure. On ne peut pas dire, elle n'est pas classée, elle n'a pas un ordre précis. Ça, c'est une variable qualitative nominale. Les couleurs aussi. Le rouge, le blanc, le bleu, le vert, le jaune, le orange, etc. On n'a pas un ordre ici. Il n'y a pas un ordre précis. Par contre, dans la variable qualitative ordinale, souvenez-vous toujours des noms ordinal, qu'on peut ordonner, qu'on peut faire, qu'ils peuvent suivre un ordre. Voilà. Donc, la variable qualitative ordinale, elle décrit une catégorie avec des valeurs qui suivent un ordre. Voilà. À titre d'exemple, on va voir l'exemple pour comprendre. À titre d'exemple, les mentions qu'on trouve dans les résultats, dans l'affichage ou dans notre... voilà, les mots, je perds les mots. Dans nos relevés de notes. Voilà,
relevé de notes des étudiants. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, avec un certain classement, soit ajourné, admis avec dette, admis session rattrapage, admis session normale. Voilà. Donc, il y a un certain ordre, ici. On peut les classer. Ceux qui sont ajournés, ils ont une moyenne inférieure. Ceux qui ont admis avec dette, ils ont une moyenne. Il leur manque seulement donc, quelques modules. Donc, ils vont avoir des dettes. Admis session rattrapage, ils sont donc rentrés aux examens de rattrapage et ont validé leur année. Admis session normale, ça veut dire qu'ils ont validé l'année dès le départ. Un autre exemple, dans une entreprise, on trouve par exemple un ouvrier, un agent de maîtrise, un chef d'équipe, un responsable d'unité, un directeur. Déjà, ils ont directement un classement. Ou l'exemple, par exemple, des grades à l'armée ou à la police, par exemple. Donc, on a un adjudant, adjudant-chef, on a, je sais pas, général, caporal, etc. Donc, on peut les classer. Ils ont un certain ordre. Donc, la variable qualitative, c'est une caractéristique non quantifiable. Quand on dit que cette variable est nominale, c'est une caractéristique non quantifiable, mais qui n'a pas, quand elle prend les valeurs qu'elle va prendre, ne sont pas, on ne peut pas les faire dans un certain ordre logique. Par contre, dans la variable qualitative ordinale, c'est une caractéristique non quantifiable toujours, parce qu'elle est qualitative, mais ces valeurs suivent un ordre précis, comme l'exemple qu'on a donné il y a quelques instants. Et on continue pour terminer. Donc on a la base de sondage. La base de sondage, c'est quoi? C'est la liste exhaustive de tous les éléments de la population mère. Ça veut dire que c'est la liste détaillée de toute la population mère. Voilà. C'est la liste exhaustive. La liste complète. C'est ça la base de sondage. Si on dit si je dis j'ai la base de sondage de ma population, ça veut dire que j'ai une liste numérotée de tous les éléments de ma population mère. Si ce sont des personnes, donc j'ai les numéros de 1 jusqu'à N, grand N, ça veut dire la taille de la population, de toutes les personnes avec leur nom. 1, 2, 3, jusqu'à toute la population mère. L'échantillon, c'est un sous-groupe de la population mère. Donc on a la population mère, c'est un grand groupe, c'est toute la population qui est concernée par le phénomène. L'échantillon, c'est un petit groupe, c'est un sous-groupe de la population mère. Bien sûr, on va voir après comment choisir ce groupe avec de différentes techniques. L'échantillonnage, c'est les techniques à suivre pour sélectionner l'effectif d'un échantillonnage. Voilà. L'échantillonnage, c'est l'ensemble des méthodes et procédures qu'on utilise ou les procédures mises en œuvre par le chercheur pour sélectionner l'effectif d'un échantillon. Bien sûr, quand on veut prendre un sous-groupe, un échantillon d'une population mère, ce n'est pas anarchiquement, mais il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs types d'échantillonnage qu'on va suivre, chacun selon le cas, selon les objectifs de notre recherche, etc. Donc, dans l'échantillonnage, on a l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage non probabiliste. Donc, on va se focaliser sur ces deux types de l'échantillonnage. Pour procéder avec un échantillonnage probabiliste, il nous faut, donc ces deux conditions sont obligatoires. Pardon. Donc, il nous faut une base de sondage. Pardon. Voilà. Il nous faut une base de sondage. Pardon. Et tous les éléments ont la même chance d'être sélectionnés.
Donc ces deux conditions sont obligatoires pour l'échantillonnage probabiliste. Une base de sondage, ça veut dire une liste exhaustive de tous les éléments de la population mère. S'il nous manque un seul élément, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas procéder à un échantillonnage probabiliste. La deuxième condition, tous les éléments, chaque élément de cette population a la même chance, a une chance d'être sélectionné, a la même chance avec les autres éléments. Ça veut dire c'est probabiliste, c'est par hasard. Voilà. Donc tous les éléments ont la même chance d'être sélectionnés. Par contre, dans l'échantillon non probabiliste, on a l'absence déjà. La base de sondage peut être absente, on ne l'a pas, ou elle est incomplète, ou elle est difficile, donc on n'a pas accès par exemple. Et le choix des éléments n'est pas aléatoire. Donc on a certaines méthodes, mais tous les éléments n'ont pas la même chance d'être sélectionnés dans l'échantillon. Voilà. Donc j'ai pris quand même du temps. J'aurais aimé faire vite, mais je m'emporte des fois. Voilà. Donc je vous souhaite bonne chance. Et ne sous-estimez pas les premières leçons de tous les modules, parce qu'il n'y a pas un cours ou un TD qui n'est pas essentiel, qui n'est pas donc qui est inutile en quelque sorte, comme certains étudiants disent. Tout est utile, et tout ce qu'on reçoit, tous ces cours, tous ces travaux de régie sont utiles. Pourquoi? Il y a toujours un enchaînement, comme je dis toujours, il y a toujours un enchaînement qu'il faut suivre. L'essentiel, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.